1944. La Seconde Guerre mondiale bat encore son plein. Pourtant, quelque part sur Terre s'apprête à être signé un accord révolutionnaire. Les accords de Bretton Woods. Ces accords vont alors radicalement changer le cours de l'histoire, puisque ce sont des nouvelles règles que le monde s'apprête à connaître. Ces règles vont très vite faire grossir l'Amérique, ce qui ne va pas plaire à un petit groupe social qui va se lancer à partir des années 70 dans une lutte contre le dollar. On les appelle aujourd'hui les BRICS+. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud sont les pays composant cet acronyme devenu viral aujourd'hui. La question, c'est comment ces États comptent-ils abattre l'Amérique et surtout pourquoi. Pour ça, il faut revenir en 1971. Le président américain Richard Nixon prend alors l'initiative seul d'interdire la convertibilité du dollar en or. En d'autres termes, il met fin à Bretton Woods. Mais c'était quoi Bretton Woods? Pour mieux comprendre l'intérêt de garantir son dollar en or, il faut comprendre la Seconde Guerre mondiale. Enfin plutôt sa cause. Parce qu'en 1939, le dollar n'était pas un problème, mais quelque chose a changé la donne. Alors retraçons ensemble ce qu'il s'est passé de l'époque keynésienne, des années 20-30, à notre époque à nous, pour mieux cerner la volonté de nos héros. Donc là, on est en 1920 et l'économie, elle commence un peu à couver sa première grande dépression mondiale. En fait, dans l'idée, quelques temps auparavant, en 1919, on aurait signé le traité de Versailles qui mène au débouché suivant. L'Allemagne va devoir rembourser les pots cassés. Donc la dette, elle représente 105 milliards de marks et à l'époque, le milliard, c'est gigantesque. La solution pour l'Allemagne, elle est toute trouvée. En fait, ce qu'ils comptent faire, c'est une impression massive de la monnaie pour payer chaque agent économique jusqu'au dernier centime. Mais en parallèle à tout ça, un homme du nom de Keynes va observer de son perchoir la débâcle, car il sait. Effectivement, il sait qu'une monnaie doit être régulée par des instances publiques. Déjà, la Fed avait monté ses taux pour freiner la montée du dollar, mais la banque japonaise n'avait pas suivi à cette époque. Vous me direz quel est le rapport? Le rapport est qu'en 1920, on ne savait pas que ça fonctionnerait. En fait, dans l'idée, le Japon a négligé l'impact de ne pas suivre la Fed sur la hausse des taux, autant que l'Allemagne était en train de négliger l'impact d'une hyperimpression de sa monnaie. Alors en 1929, c'est la Grande Dépression. Tout s'effondre et rien n'a de sens. Le pays le plus touché est l'Allemagne et la communauté visée, les Juifs. Parce que si les Allemands se sentent perdants, c'est qu'en réalité, ils y voient un gagnant. La précarité mène souvent à la stupidité. C'est la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt son traumatisme, ainsi que cette cause d'hyperinflation de la monnaie allemande, qui a mené à écouter attentivement ce que dit l'Amérique sur une bonne gestion de sa monnaie. Bonne nouvelle, elle avait quelque chose à nous dire en 1944. Donc en 1944, c'est Bretton Woods. Cet accord signé en pleine guerre est reçu comme une innovation de l'économie. Le projet il est simple, fixer la valeur du dollar à l'once, soit 35 $ à l'époque. En s'engageant dans cette démarche, l'Amérique va donc garantir la solvabilité de sa monnaie par quelque chose de commun à tous, l'or. Ainsi, les États ont vu dans le dollar une sécurité et surtout une confiance hors du commun. Si tout le monde peut s'approprier du dollar, alors indirectement, tout le monde s'approprie de l'or. Au plus vous avez du dollar, au plus vous êtes riche en or. Seulement, comme je vous l'ai dit précédemment, cet accord va toucher à sa fin lorsque l'Amérique a loupé sa régulation. Trop de dollars imprimés, ce qui crée une inflation de la monnaie. La ruée vers l'or s'est immédiatement faite par les États détenteurs de dollars, mais la convertibilité a été arrêtée en 1971. L'or est devenu à partir de ce jour un actif très précieux, donc très spéculatif, car il n'avait plus autant d'accessibilité qu'avant. L'arnaque de Bretton Woods a énervé ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les BRICS. C'est là où ils sont nés. L'Amérique avait déjà préparé une porte de sortie. Face à ça, ils avaient un peu anticipé cette mauvaise volonté de certains États. Un allié encore peu sollicité à cette époque, mais qui va grossir d'année en année, c'est évidemment l'Occident. Mais avant, on va se poser une question, puisque en réalité, comment, avec tel accord, comment avec Bretton Woods, on a quand même réussi à créer une inflation avec le dollar. Donc on va avancer un peu dans le temps, on est en 1947, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et il y a de nombreux pays qui sont en ruine, notamment les pays occidentaux. C'est pour ça que je vous ai dit que l'Occident progressivement va devenir un allié majeur des États-Unis, parce que la solution apportée sur la table ne peut pas être la même qu'en 1919. On ne peut pas redemander à l'Allemagne de payer avec sa monnaie la dette des États souffrants. Alors l'État américain, solvable et héros dans les livres d'histoire de cette guerre, va proposer un plan.
Le plan Marshall, accepté par l'intégralité de l'Occident, mais refusé par les pays sous influence soviétique. Ça ne veut pas dire pour autant que c'était le départ des BRICS, ça veut simplement dire que l'URSS, à cette époque-là, avait sa fierté, ses procédés économiques, sa façon de penser, et elle ne voulait surtout pas une aide américaine. Une aide économique qui permet donc aux 16 États concernés par le plan d'action de pouvoir reconstruire leur pays de façon durable et saine. Les conditions sont de faire des États-Unis leur partenaire numéro 1 des différentes importations dont les pays auront besoin. Donc que ce soit de l'alimentaire, que ce soit des matières premières, ce genre de choses, on doit en priorité, si l'Amérique en possède, passer par elle pour les échanges, ce qui va favoriser son dollar dans le commerce et surtout ce qui va permettre, elle, d'avoir un développement de son économie beaucoup plus rapide. Donc c'est le début de l'influence américaine, le début des 30 glorieuses. C'est le début des grosses marques qui arrivent, qu'on connaît aujourd'hui. Je pense notamment à Coca-Cola qui est vraiment majeur dans ce développement de ces 30 glorieuses et qui a vraiment apporté, après cette Seconde Guerre mondiale, la culture américaine. Ce qui a fait qu'aujourd'hui l'Amérique a cette influence parmi nous, c'est parce qu'initialement il y avait un plan. D'accord ? Ce plan était pensé, était réfléchi et a abouti à la fin à cette dominance par la culture de l'Amérique. Donc forcément, une telle sollicitation ne pouvait que entraîner le dollar par la suite dans une inflation. Si aujourd'hui, voilà, vous mettez vraiment en avant le dollar, notamment avec des prêts, puisque c'était beaucoup des prêts économiques qui ont été faits, pour avoir la possibilité de reconstruire les États, de ce fait-là, on avait un problème au niveau du dollar, on a commencé à en avoir beaucoup trop et donc à force d'imprimer toujours plus de dollars, on en perd le contrôle et la monnaie se dévalue progressivement. C'est pour ça qu'on a fini par stopper Bretton Woods et laisser place au taux de change flottant, le Forex pour les plus renseignés. Mais alors, maintenant que le dollar n'est plus la star de la solvabilité, il doit être la star de quelque chose d'autre. Et pourquoi pas la stabilité. Nous voilà donc 30 ans environ après la guerre, en 1973, on touche progressivement à la fin des 30 glorieuses. C'est pour ça qu'on l'appelle les 30 glorieuses, c'est par rapport aux 30 années glorieuses qu'on a connues après la Seconde Guerre mondiale. Et donc forcément, le ralentissement des croissances des pays a créé un choc pétrolier puisque les Américains n'avaient pas anticipé que les pays allaient acheter beaucoup moins de pétrole à ce moment-là. Et ce choc pétrolier, il n'était pas du tout la bienvenue auprès des États. S'approprier du pétrole devient un réel coût et cette situation de crise doit trouver une fin. Alors l'Amérique a une solution pour les perdants, car l'Amérique a toujours une solution au problème des autres. C'est un peu son côté capitaliste. Le pétrodollar voit alors le jour. Le concept est simple, fixer le prix du pétrole en dollars, remettant donc sur le devant de la scène le dollar, mais non plus dans une vision de solvabilité, comme avec Bretton Woods et sa garantie en or, mais plutôt avec une vision de stabilité grâce au pétrodollar et son pétrole à prix stable. Tout le gain se fait par la grande détention de dollars par les pays mondiaux, alors encore choqués par Bretton Woods. Et oui, souvenez-vous, si ils avaient beaucoup de dollars, on leur promettait beaucoup d'or. Or, au bout d'un moment, on a arrêté de leur donner de l'or. Ce qui fait que dans les réserves de change des banques, d'État notamment, il y avait beaucoup de dollars. Et ça tombe bien, l'Amérique propose un plan par rapport au pétrole et le dollar. Donc, ils ont réussi à plus ou moins préparer leur coup. Je pense qu'ils n'ont pas fait... il n'y a pas eu de problème au niveau de la production. Je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas la ralentir, ce qui a pu permettre d'avoir cette situation favorable de mettre en avant de nouveau le dollar. Ainsi, l'Amérique redevient une star de l'économie avec ce pétrodollar qui permet aux États de commencer tous avec la même monnaie et donc parler le même tarot sans cesse. Et oui, maintenant si on parle de pétrole qui est liblé en dollars, et de ce fait-là, tout le monde connaîtra le même prix. C'est comme le Bitcoin, majoritairement, tout le monde se réfère un peu à sa cotation en dollars. On ne parle pas forcément au rouble. Pourtant, au rouble, voilà, on parlerait d'environ 5 millions de roubles pour un Bitcoin. C'est plutôt remarquable. Donc, ce qui est important de noter, c'est vraiment ce côté libler, créer un contrat autour du dollar, libler une matière première en dollars pour du coup créer une dominance contractuelle, arriver à toujours être présent sur le devant de la scène par un contrat qui les met en avant. Donc d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'États qui ont peg leur monnaie au dollar, c'est pour toujours se référencer à une valeur stable pour commercer sur la scène internationale en cette monnaie. Donc c'est plus stratégique pour eux de peg leur monnaie par rapport à la fluctuation du dollar, parce que au moins ça leur permet d'avoir toujours une stabilité, d'accord. Donc s'il y a une inflation, effectivement, aux États-Unis, ils vont devoir mettre plus de leur monnaie pour obtenir le même produit. Néanmoins, voilà, c'est stable, ils savent à quoi s'en tenir à chaque fois. Néanmoins, aujourd'hui, on fuit le dollar pour commercer le pétrole, et là encore, l'Amérique avait anticipé. Parce que si cette dominance contractuelle du dollar touche progressivement à sa fin, une autre dominance, elle,
est toujours d'actualité. Donc si l'Amérique est en train de perdre en puissance de frappe avec sa dominance contractuelle qui est le pétrodollar, elle a dans les années 90 préparé une nouvelle sorte de dominance, et cette dominance s'appelle la dominance financière. Alors pour ça, l'Amérique, elle va créer quelque chose qu'aujourd'hui tout le monde connaît bien et adore, c'est les ETF. En fait, un ETF, c'est un mini-fonds d'investissement avec performance basé sur des actifs que vous allez choisir. Et c'est cool parce qu'en réalité, c'est ce qui va créer le produit dérivé, et cette image qu'on a de multiples produits qu'on voit existants sur les marchés financiers, en fait, c'est tout simplement ce concept d'ETF qui permet de créer un panier d'actifs, des actifs que vous voulez, pour faire votre propre courbe et votre propre performance dans la finance. Seulement, ces ETF sont des contrats qu'il faut libeller en une monnaie. Souvenez-vous, on avait avec le pétrodollar liblé les barils de pétrole en dollars. Qu'est-ce qu'on s'apprête maintenant à faire avec les marchés financiers? On s'apprête à libeller des contrats ETF en dollars pour assurer la dominance financière du dollar dans l'économie en règle générale, de par l'investissement. En plus, on est dans les époques, Loup de Wall Street, c'était dans les périodes-là. On est vraiment à l'essor même de la finance. On est même au développement de la technologie aussi. On a de nouvelles branches qui commencent à se dessiner dans le secteur du travail. Et toute cette dynamique va permettre au dollar de retrouver un nouveau souffle, une nouvelle dominance, et ce, pour un très long moment. Pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, les marchés financiers fonctionnent par système de Ponzi. Mais c'est des Ponzi qui sont sains. C'est des Ponzi où derrière, il y a de la liquidité pour récupérer votre argent, et ce n'est pas basé sur des fausses performances, d'accord? Seulement, si vous pouvez vous servir aux 100 $ à l'action, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont acheté plein de fois avant vous. Et leur achat ont fait des ouvertures de marge qui fait qu'en réalité, votre rémunération, c'est le retracement de l'actif que vous allez créer et donc leur perte sur le moment. Okay, donc c'est important de noter que vous ne créez pas d'argent. Il n'y a pas d'argent magique qui arrive sur les marchés financiers. C'est simplement la perte de l'un qui fera la rémunération de l'autre. Et ce concept, il est important puisque quand vous avez une dynamique comme ça qui se crée autour des ETF liblés en dollars et que vous êtes l'Amérique, votre objectif n'est pas de faire perdre votre peuple, ou du moins il est très compliqué de se faire perdre entre eux. Par contre, là où vous pouvez aller commencer à chercher de l'argent, c'est dans des pays qui sont développés et qui n'ont pas encore forcément de stabilité. On en vient à être en 2002 et c'est un moment historique pour les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 2002, 4 ans après le crash de 98 en Russie. C'est la fin de l'URSS, l'Amérique a gagné. Ce gain est aujourd'hui quelque chose de satisfaisant, mais surtout quelque chose qui n'est pas encore acquis. Les ennemis sont encore présents et il faut se faire un allié majeur, et cet allié, c'est évidemment l'Occident, puisque l'Amérique ne serait pas cassé la tête à faire reconstruire des pays à travers un plan Marshall, à risquer la solvabilité de son État pour ne pas en profiter à l'avenir. Nous avons donc cette alliance de deux mondes qui se crée et la naissance de l'euro qui va permettre une stabilité face à la dédollarisation que les BRICS vont progressivement commencer à mener à une date bien précise. À partir de 2007, tout va s'accélérer. Donc on arrive progressivement en 2007 et progressivement à la prochaine crise financière, puisque les subprimes débarqueront en septembre 2008 avec l'effondrement de Lehman Brothers qui a eu lieu au dernier trimestre de cette année 2008. C'est le départ un peu de la crise bancaire et c'est surtout une claque pour les BRICS, puisqu'ils en avaient déjà marre que Bretton Woods n'ait pas fonctionné. Ils en avaient déjà marre que le pétrodollar oblige toutes ces économies à passer par le dollar et donc à être forcément obligés de faire confiance aux Américains. Cette dernière claque va littéralement envoyer les marchés financiers sous terre et l'Amérique, encore une fois, va rajouter une règle du jeu pour intensifier davantage l'économie. On va inventer ce qu'on appelle le quantitative easing et c'est simple, l'objectif est d'imprimer fraîchement de la monnaie et de l'envoyer directement sur les marchés financiers. Cette attitude n'est pas faite par tout le monde, puisque quand vous prenez par exemple l'indice chinois, il n'a pas encore remonté depuis 2007 à des niveaux qui sont très, on va dire, exponentiels. Quand on prend le CAC 40, le DAX, le Nasdaq, le Dow Jones, qui eux sont déjà des actifs qui ont repassé 2007 depuis quelques temps maintenant. Les actifs comme par exemple l'indice boursier japonais ou l'indice boursier chinois, ça a été un peu plus laborieux pour qu'ils revoient des nouveaux sommets, tout simplement parce que leur politique monétaire n'était pas la même que celle appliquée par l'Occident et les États-Unis.
c'est une nouvelle dominance financière qui se fait dans l'économie, puisque ce sont les actifs américains et les actifs occidentaux qui sont les plus intéressants à posséder dans leur portefeuille. Alors pourquoi il est intéressant de parler des BRICS maintenant? Pourquoi il n'était pas intéressant d'en parler plus tôt? Et pourquoi il serait intéressant d'en parler plus tard? Mais si vous regardez bien, si vous avez compris l'histoire des BRICS et l'histoire du dollar en règle générale, dans les années là où on parle, on fête quasiment les 100 ans de dominance du dollar à travers plusieurs coups. Le tout premier était Bretton Woods, préparé en amont par la mise en place de la Fed en 1913 et une première hausse des taux qui a mené à la Première Guerre mondiale, etc., etc. Cette guerre mondiale qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà, c'est quand même bien ficelé. Et on a aussi à côté de ça les 50 ans des BRICS. En règle générale, on est dans les alentours des années 70, 75. Et voilà, on est en 2020, 2025 dans les environs là. Donc on est vraiment à quasiment 50 ans d'existence pour les BRICS. Et c'est plutôt historique et c'est surtout quelque chose qui commence de plus en plus à peser sur les épaules des États-Unis parce que ces ennemis se font de plus en plus nombreux et sont de plus en plus malins. Il est quand même important de noter que la dédollarisation est quelque chose de plutôt smart. Comment vous allez détruire un pays? Eh bien, vous allez vous en prendre directement à son économie. Donc cette dynamique que les BRICS ont d'aller se dédollariser est évidemment excellent pour répondre à la non-dominance américaine. Néanmoins, en face, les Américains, on peut le dire, ils se démerdent très très bien, ils sont plutôt bons sur leurs appuis et surtout, ils maîtrisent correctement leur sujet et on sent vraiment que c'est un peu eux qui ont apporté le monde comme on connaît aujourd'hui de capitalistes, puisque quand vous regardez vraiment bien la situation, ils sont toujours gagnants dans l'histoire, ils arrivent toujours à apporter la solution aux problèmes qui se posent devant les gens, et comme si le problème en fait il avait été créé artificiellement et qu'on avait déjà la solution. Donc ce côté un peu temps d'avance que l'Amérique a sur le monde entier fait que pour le moment elle arrive à toujours rester dominante. Néanmoins voilà, l'existence de ces BRICS est quelque chose de très symbolique pour montrer une rébellion, pour montrer une nouvelle façon de penser, et à l'avenir ça va commencer par payer. Évidemment, à force de persévérer, vous finirez par obtenir ce que vous voudrez. Et moi, je pense que l'économie de demain sera plutôt basée effectivement sur ces États BRICS qui sont de plus en plus nombreux, encore une fois, et qui ont pour dynamique d'être les nouveaux pays développés, puisque actuellement c'est pour la majorité encore des pays émergents, mais d'être les nouveaux pays développés de demain et d'être la nouvelle culture de demain, les nouvelles langues de demain, les nouvelles monnaies de demain et les nouvelles pensées économiques de demain. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des BRICS? Est-ce que l'Amérique n'est pas suffisante à elle-même? Est-ce qu'au final, voilà, ce que propose l'Amérique n'est pas la meilleure chose qu'on puisse avoir sur Terre? Eh bien, la vraie question, c'est plutôt de se demander quelles sont les intentions réelles des BRICS au-delà de réduire un peu la dominance de l'Amérique avec son dollar. Eh bien, certains États, et notamment dans la partie plus des BRICS, n'ont pas juste pour objectif d'affaiblir économiquement l'Amérique, mais plutôt pour objectif d'abattre l'Amérique. Et cette image qu'on peut coller maintenant aux BRICS de façon supplémentaire, puisque voilà, encore une fois, c'est pas ce qui fait tous les BRICS, mais malheureusement, en acceptant ce genre de pays dans votre système de pensée, vous allez forcément tôt ou tard être associé à cette image, et on peut avoir au-delà de cette image un peu de rebelle, une image aussi un peu de violence, de haine, et ce côté-là fait que ils se donnent à eux-mêmes une image qui est très négative aux yeux des autres pays. Quand on prend l'Occident, voilà, c'est pas forcément sur d'attitude envers l'Amérique, c'est pas la bienvenue. On veut pas d'États meurtriers, on veut pas de personnes qui font la guerre. Et pourtant, cette partie plus des BRICS est là pour ça. Elle est là pour surtout combattre militairement à travers différentes armes, différents moyens de pression. L'Amérique, évidemment aussi un peu cette partie d'Israël, puisque c'est un peu ça qui anime toute cette haine et toute cette violence sur l'Amérique, c'est de financer ce genre de pays qui causent ce genre de génocide à travers le monde. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, les BRICS ne sont pas en train de perdre en crédibilité en acceptant un peu tout le monde qui veut venir se mettre ennemi contre les États-Unis et la bienvenue chez nous? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée de faire ça, plutôt que de garder une image un peu diplomatique, une image un peu de nouvelles pensées, de révolution, et surtout de remise en ordre de notre monde qui part un peu en cacahuète avec ce système vraiment de capitaliste au plus haut point, de système libéraliste au plus haut point. Donc voilà, on peut se poser cette question-là vraiment, de se demander si est-ce que les BRICS ne sont pas en train de faire l'erreur d'accepter qui souhaite venir dans l'équipe pour combattre l'Amérique.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous arrivez à mieux cerner l'existence des BRICS, le pourquoi du comment on en est venu à là, pourquoi on a eu un ras-le-bol du dollar, et surtout comment le dollar s'est implanté majoritairement dans nos économies. Ça qui est intéressant, c'est on va pas demander une dédollarisation des économies et que ça mette autant de temps s'il n'y a pas eu autant de dollars imprimés. Et comment on a réussi à faire tout ça? À travers des accords, à travers des dominances, à travers des règles qu'on a mis dans la partie et qui a fait qu'aujourd'hui l'Amérique s'en sort encore une fois quasiment toujours gagnante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.